Histoire de me forger un peu une petite base musculaire parce que je me sentais pas très bien dans mon corps. Ça m'a fait 5-6 mois de préparation non-stop qui a fait qu'arrivé en fin d'année, mon corps a dit stop. M'entraîner dans ma chambre à 30 degrés pendant 3 heures, à la fin, c'était limite, je tremblais, j'avais envie de vomir et avec l'équipe Neo Strength, on aimerait bien à l'avenir proposer notre propre compétition. Ilyes Belhacri est une légende du street workout français, notamment vice-champion à la Burning Gate Cup 2022, compétition de référence pour les athlètes de force statique qui consiste à faire des figures qui défient la gravité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir son parcours, son processus de préparation en compétition internationale et ses ambitions entrepreneuriales sportives aux côtés de son équipe Neo Strength. Si vous ne l'avez pas déjà vu, il y a 5 jours de ça, nous avons sorti une vidéo ensemble où il me coach sur la planche et le front lever. Il partage plein de conseils qui pourront servir aussi bien pour l'apprentissage de ses figures de base que pour leurs variantes plus avancées. La vidéo est vraiment très stylée, je vous recommande vivement d'aller la voir. Si vous préférez écouter tout ça au format audio, il y a une version uncut qui sera disponible sur Spotify et Apple Podcast une semaine après la diffusion de cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description. Je vous invite à liker pour soutenir ce genre de projet et à vous abonner parce que ça vous permettra d'aller voir l'entraînement juste après. Davai Team, bonjour, c'est Amaury et bienvenue dans cette interview avec Ilyes Belhacri. Let's go. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Et ben merci à toi justement de m'avoir... Putain, attends, on peut refaire. Ça commence si mal. Non, j'ai plein de questions à te poser. Toute la communauté là a posé aussi plein de questions sur Instagram, donc on va aborder plein de thématiques. Mais avant tout, parce qu'il y en a forcément qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Moi c'est Ilyes Belhacri, donc j'ai actuellement 26 ans. Ça fait 7 ans que je pratique la calisthénie. J'ai commencé essentiellement par du poids de corps. De base j'avais pas spécialement fait de sport, vite fait du foot mais qui forcément ne va pas avec le street. Commencé un peu avec du poids de corps, traction, pompe, dips, histoire de me forger un peu une petite base musculaire parce que je me sentais pas très bien dans mon corps. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à découvrir le calisthenics justement par le biais de YouTube. Et du coup, là, ça fait 7 ans que je pratique ce sport. Moi, je suis axé essentiellement sur le statique. Catégorie principale de base, c'est le pull, tout ce qui est front lever, commencé par drapeau, muscle up. Et maintenant, ma figure de prédilection, on va dire, c'est le front lever. Maintenant, je commence à bifurquer depuis 2-3 ans sur la planche pour être le plus polyvalent possible, du moins en statique. Je fais partie de l'équipe Neo Strength qui est composée donc de moi, Livan, Daylong et Ryan. C'est vrai qu'on a participé à des compétitions à l'international, que ce soit Livan justement à Burning Gate et également moi-même en 2022 où voilà, j'ai fini 2e à cette compétition qui est consacrée excusez-moi, juste en statique. Et l'année dernière, du coup en 2022, la SWAB à Madrid fait quart de finale. Très bonne expérience. Tout à l'heure, tu as parlé, j'allais dire, du fait que tu te sentais pas bien dans ton corps. J'imagine que l'élément déclencheur, c'était juste en fait de vouloir te développer physiquement. Exactement. Non, c'est tout à fait ça, parce que de base, j'ai été, je crois, à 50 kilos. Vraiment, j'étais tout fin. Et là, je suis à 1m67, 68. Okay. Donc ouais, c'était vraiment l'objectif de prendre un peu de poids, de faire un peu de sport. Et de base, je voulais me mettre à la musculation, parce que j'ai un grand frère qui justement avait commencé la musculation. Et je me suis dit, j'ai envie de faire comme lui, parce que je le voyais qui progressait un peu. Déjà, moi j'habitais dans un petit village, donc c'était pas forcément accessible. Et en termes de prix aussi, quand tu as 16-17 ans, tu n'as pas forcément les moyens pour te payer une salle de sport chaque mois. Donc je me suis dit, la meilleure option, c'est de se muscler au poids de corps en fait. Donc j'ai commencé à pratiquer, c'était la méthode Lafay à l'époque. Je ne sais pas si tu connais, c'est un livre où justement c'est des exercices au poids de corps. Et de base, en fait, je ne connaissais pas du tout le street à ce moment-là. Et au bout de 3-4 mois, je suis tombé sur une vidéo YouTube en fait où voilà, il y avait des gens qui commençaient à faire des drapeaux, des muscle-ups. C'était pas autant poussé que maintenant, il y a 7 ans en arrière. Testé dans des parcs, c'était même pas des parcs de street à l'époque, c'était des aires de jeu pour enfants. J'ai commencé là-dessus et j'ai tout de suite pris goût. Donc je me suis dit, allez, c'est parti. Ok, et finalement, c'est grâce à YouTube que tu as eu ce déclic de passer de juste pratique pour le physique, juste un peu de renfo et exo de base, à performance figure. Exactement, ouais, c'est par le biais de YouTube parce qu'à l'époque, même sur Instagram, il n'y avait pas toutes les vidéos qui étaient mises en place justement pour faire découvrir ce sport. Et est-ce que tu as voulu coupler ça à la prise de masse pour ton physique ou vraiment tu t'es dit, ouais, finalement, les objectifs physiques, j'en ai rien à foutre, je veux juste de la perf? Ou vraiment, tu voulais vraiment concilier les deux et tu te disais, je veux
certes des perfs, mais si j'ai pas le physique qui va avec, ça ne m'intéresse pas. Ouais, pour répondre à ta question, de base, moi c'était vraiment le physique. Je voulais trop les abdos ou les gros muscles, tu vois. Et au final, quand j'ai découvert ce sport, je me suis dit, mais en fait, parce qu'en fait, même je voyais des gars qui faisaient justement du street et qui étaient quand même musclés. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, d'une pierre deux coups, ouais, voilà, c'est ça exactement. Donc non, moi, ma priorité, une fois que j'ai découvert ce sport, c'était pas spécialement de prendre en masse ou d'avoir un corps, c'était simplement les performances et réussir à faire des figures avec mon corps. Et ensuite, le corps, forcément, ça va avec l'entraînement. Exactement, ouais, c'est ça. Sur les figures. Exactement, tout à fait. Et aujourd'hui, ça va, tu es satisfait de ton physique ou tu voudrais changer des choses ou là tu te dis, ok, là j'ai ce qui me convient parce qu'en plus ça couple bien perf et physique et ça me va. Je suis satisfait de mon physique, mais par rapport à mes perfs, tu vois, parce qu'à un moment donné, j'étais monté à 65 kg. J'avais testé un peu une prise de masse pour voir un peu ce que ça faisait tout. Sauf que c'était pas compatible avec mes performances parce que je me sentais lourd. Donc là actuellement, je suis à 55-56 kg. Okay. Mais du coup, c'est ce qui est le mieux pour moi en termes de performance. Okay. Et du coup, je parais peut-être un peu plus fin par rapport à Livan ou Daylong, voilà. Mais quoique, des fois, on a quasiment le même biceps, mais au final, c'est pas. Enfin, je suis content de mon physique et je cherche pas à être énorme. Disons que si dans l'absolu tu pouvais avoir 5-6 kilos de plus sans que ça impacte tes perfs, ça te dérangerait pas. Ouais, c'est ça, bien sûr. Mais je sens que. Les deux. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Quel a été vraiment le premier objectif en termes de figure? En fait, il faut savoir que déjà, avant de répondre à ta question, il y a 5-6 ans en arrière, il n'y avait pas tout le contenu qui était à disposition et toutes les figures n'étaient pas encore à jour, entre guillemets. Par exemple, tout ce qui était wide front lever ou des maltaises sur les doigts, enfin les figures sur les doigts et tout, c'était encore méconnu. Moi, c'était plus au début axé, par exemple, le drapeau, les muscle-up. J'ai senti que j'avais une génétique favorable à la figure du front lever. Ça m'a directement passionné cette figure, donc j'ai commencé essentiellement pour... excusez-moi, j'ai failli rôter. On va dire pendant mes 3 premières années de street, c'est axé essentiellement sur le front lever. Tout ce qui était marcher en escalier, trucs comme ça et tout. Et de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas faire des pull-ups, faire des front touch. Mais à cette époque-là, je vous parle, et honnêtement, quand je faisais un front touch, pour moi, je savais même pas que c'était un front touch, entre guillemets. Pour vous donner une anecdote un peu plus détaillée à ce niveau-là, le mouvement de la Victorienne, pour moi, c'était simplement une variante de front lever. Et je me souviens, j'avais testé cette Victorienne que je connaissais pas le nom et je l'ai postée sur Instagram. Sur des barres. Non, sur des barres en fait. Okay. Je faisais des escaliers. Et il y a un commentaire d'un pote à moi qui a marqué « Ah, la Victorienne !» Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, j'ai marqué juste MDR en mode... je sais pas quoi te répondre. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, moi, quand je faisais un peu des variantes de front, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et je ne savais pas ce que ça représentait en termes de difficulté par rapport à maintenant. Tu vois, maintenant, limite, ceux qui commencent le street, au bout de 3-4 mois, ils se rendent compte qu'une victorienne, c'est peut-être un peu plus dur qu'un front lever classique. Et moi, à l'époque, j'avais pas du tout ce... Ouais, tu testais pour le plaisir de tester et de découvrir un peu ce qui était possible de faire et pas en te disant « Ok, je sais qu'il y a telle hiérarchie de figures en termes de difficulté. » Et après, l'objectif a été de commencer à effectuer les planches pour être complet en statique. À l'occasion de la sortie de cette vidéo, vous avez avec le code LEVER10 10% de remise sur les programmes Front Lever et Back Lever, ainsi que sur le pack Lever Fever qui regroupe ces 2 programmes pour un prix bien plus avantageux. Vous avez 48 heures pour profiter de cette offre, tout est dans le premier lien de la description. Sur ce, on reprend l'interview. Est-ce que au début, tu as aussi un peu exploré toute la partie set and rep en parallèle de ton début de travail en statique? Pas du tout, à part ton renfort à la base de méthode Lafay. Et est-ce que pareil, tu as un peu exploré la partie dynamique ou pas du tout? Déjà par rapport au côté set and rep, même actuellement ça m'arrive en fin de séance d'en pratiquer. Mais ça va être du set and rep spécifique aux figures que je veux travailler. Tu vois. Par exemple, au lieu de faire des tractions en fin de séance ou des pompes pour se renforcer, je vais plutôt faire des full push-up ou des front pull-up. C'est ça que tu appelles du set and rep? Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, ouais. Le set and rep de personnes non humaines? En fin de séance, 8 front lever pull-up et je fais ça x 10, tu vois. Il y en a, ils vont faire 8 tractions x 10, moi, ça va être ça, avec 30 secondes à 1 minute de repos. En fait, tu as acquis
un tel niveau en statique que tu peux te permettre de banaliser certains mouvements qui pour d'autres seraient de la force maximale. Toi finalement ça devient assez facile en termes d'endurance pour en faire un élément de set and rep. Exactement. Mais par contre, là actuellement, ça va être ces genres de séries en fin de séance. Je te parle d'il y a 3 ans en arrière, ou même quand j'avais repris le street parce que j'ai été blessé. C'était du set and rep, mais au lieu de faire des full planche push-up, c'était des tuck push-up. Ou alors des one leg push-up. Tu fais pas de set and rep in fine conventionnel, on pourrait dire. Exactement, ouais. Non, tout ce qui est pompe, traction, dips, à part au début de ma pratique, voilà. Très très rarement. Okay. Et du coup, pour répondre à ton autre question concernant le dynamique, j'en ai pratiqué au début, mes 3 premières années de street. Je kiffais bien ça, j'allais dans des salles de gym et justement, je faisais un peu d'agilité. Donc t'as quand même un petit ouais, passif, ouais, c'est ça, ouais. J'avais 2-3... Ouais, du dynamique. J'avais 3-6, alley hoop, je commençais à travailler un peu le ginger, j'avais skin the catch. Okay. Mais malheureusement, en fait, je me suis fait les ligaments croisés sur le skin the catch. En atterrissant sur un tapis. Et déjà de base, j'étais pas non plus stimulé à 100% par cette catégorie-là. Mais à partir de cette rupture, je n'ai plus jamais touché à l'agilité. Okay. Trop dangereux et trop couillu pour moi. Ouais, je comprends. Moi, je trouve ça hyper impressionnant et tout. Mais je trouve qu'il faut un mix à la fois de courage, mais aussi de totale inconscience. Ouais, il y a ça aussi. Hein, et ça, j'arrive pas. À quel moment tu as l'impression qu'il y a eu un point de rupture entre je fais du street pour moi, pour des figures, un peu de physique, etc., juste plaisir, et le moment où tu t'es dit pourquoi pas je me lancerai pas dans de la compétition, et donc pourquoi pas je me mettrai pas à travailler des figures qui peut-être ne m'auraient pas attiré au premier abord, mais dans le but de pouvoir faire des bonnes perfs en compétition. Pour répondre à ta question, moi c'est toujours quelque chose qui m'a plu. À l'époque, je jouais pas mal aux jeux vidéo, à Call of Duty, tout ça et tout, et je kiffais faire un peu des compètes de jeux vidéo. Ouais, tu faisais des LAN en fait. Ouais, exactement, ouais. Okay. Tu connais. Alors il faut savoir que j'ai un giga passif de geek, mais okay. Genre Bon, on tourne la vidéo sur l'aspect Call of Duty pour ceux que ça intéresse. Je vois très bien. C'est vrai. Pour ça que je kiffais pas mal les compétitions, donc après ça s'est répercuté dans le sport. Au début, vu que j'avais pas spécialement un bon niveau, je me sentais pas apte à faire des compétitions. Et au bout de 2-3 ans, j'ai commencé mes premières compètes. C'était 2017, 2018, okay. 2019, ouais. Et je suis arrivé quand même en finale face à Livan, du coup membre de mon équipe. Okay. Et vous connaissiez avant ou pas? On se tchatchait vite fait sur les réseaux. Okay, et sauf que lui, il avait une longueur d'avance sur moi parce qu'il était polyvalent en termes de front et de planche. Il avait les deux. Donc du coup, je me suis fait laminer entre guillemets. J'attends ma revanche d'ailleurs, Livan, si tu vois ça. Ah, vous avez jamais rebattle depuis? Il veut pas, il a peur. Mon point faible, c'est la planche. Je vais travailler sur la planche et du coup... Ok, donc toi, dans ton esprit, c'était clair à ce moment-là que tu allais refaire des compètes? Ouais, bien sûr. Okay. Ouais, ça m'a tellement mis une bonne hype, c'est vraiment ce que je recherchais. Puis même arriver deuxième sur une première compète, tu te dis, voilà, c'est ça. Moyen de faire quelque chose. C'est ça, exactement. Et du coup, j'avais totalement délaissé le front pendant plusieurs mois pour ensuite rééquilibrer, entre guillemets, entre le push et le pull. Par rapport à cette compétition, tu t'es mis à travailler la planche. Quand tu t'es mis à la travailler, tu prenais du plaisir à la travailler ou vraiment tu t'es dit, ça va sans plus, mais faut que j'ai une planche pour pouvoir être bon en compète, performer. Juste tu t'es dit, en fait c'est aussi cool à travailler que le front, donc pas de problème. À partir du moment où tu n'as pas l'envie vraiment réelle de justement obtenir cette figure, tu auras beau la travailler comme un porc, pour moi tu l'auras pas. Ou du moins un temps, voilà, c'est ça, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc c'est vrai qu'au début, quand je me suis mis aux planches, c'était compliqué, mais au bout de 2-3 semaines, j'ai vraiment pris goût. Okay. Et j'étais vraiment dans ma tête en accord avec moi-même sur l'apprentissage de cette figure. Ce qui a fait que j'ai progressé très rapidement sur cette figure. C'est comme tout dans la vie, si tu te retrouves à l'école et qu'un prof te parle des cours mais que tu n'aimes pas les cours, ça ne va pas s'intégrer. Donc forcément, l'apprentissage va être beaucoup plus long, voire inexistant par rapport à quelqu'un qui est vraiment intéressé et passionné par ce qu'il fait. Donc ça se répercute sur les figures de street. En grosse compète, tu as notamment participé l'année dernière, ou c'était vers le début de cette année, je sais plus. L'année dernière, 2022. Ah, c'était 2022 du coup. Ouais, Sweb et Burning Gate. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont deux des plus grosses compétitions de street. La Sweb étant plus orientée sur les performances statiques et dynamiques, alors que Burning Gate, c'est vraiment
force pure, donc figure statique. En tant qu'athlète, au niveau de cette expérience, qu'est-ce que tu en retiens? Quelle est la compète dans laquelle tu as pris le plus de plaisir? On va dire de plaisir et d'engouement et de hype. Je dirais quand même la SWAB dans le sens où c'est plus gros que la Burning Gate. Enfin, on s'est retrouvés, moi je sais quand j'ai participé, et même cette année d'ailleurs, enfin cette année j'ai jugé du coup la SWAB en statique, on pourra peut-être en revenir après. Mais ouais, tu te retrouves dans un théâtre face à 1000 personnes, un live avec plus de 10 000 personnes qui te regardent. C'est un event un peu plus gros que Burning Gate en termes de visibilité, avec des athlètes connus à l'international, avec un niveau à l'international. Donc forcément, en termes de hype, et surtout que c'était ma première compétition internationale, j'étais là en mode waouh, c'est... Ah oui, c'était ta première internationale. C'était ma première à l'international, ouais, bien sûr. Et du coup, j'étais en mode ouais, c'est assez ouf. Assez ouf. Par contre, en termes de plaisir et vraiment là où j'ai vraiment le plus kiffé, on va dire que c'est Burning Gate. C'était mon élément, mon domaine. Je partais avec plus de confiance également, étant donné que j'avais déjà fait la SWAB 4 mois à l'avance et que c'était axé que sur le statique. Je me sentais plus en confiance. Forcément, tu dois te préparer pour ces compètes spécifiquement, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que, en termes de plaisir dans l'entraînement, ça change quelque chose? Dans le sens où avant, tu peux te dire, bah, j'entraîne les figures qui me font plaisir et je progresse dans les domaines qui me font plaisir. Alors que quand tu dois préparer une compète, tu dois te dire, forcément, il faut que je sois bon par rapport au barème de notation qui est attendu dans la compète. Donc forcément, j'imagine, ça change ta façon de préparer tes entraînements. Actuellement, je suis en préparation pour justement Burning Gate 2023. Qui a lieu en septembre. Justement, je vais commencer à partir de la semaine prochaine parce que 2 mois, c'est ce qui me semble être opti. Parce que mine de rien, ça demande, enfin du moins dans ma façon de me préparer, c'est vraiment intense et tu peux pas faire ça sur une année complète. Et j'en ai subi les répercussions à ce niveau-là sur l'année dernière où justement j'avais préparé SWAB qui m'avait pris à peu près 2-3 mois. Et ensuite, une fois que la SWAB a été finie, j'ai repréparé Burning Gate, donc 2-3 mois. Donc ça m'a fait... Sans pause en fait entre les deux. Ouais, exactement. Ouais. Donc ça m'a fait 5-6 mois de préparation non-stop qui a fait qu'arrivé en fin d'année, mon corps a dit stop. Et c'est là que tu t'es blessé. Exactement, c'est là où je me suis blessé, de septembre 2022 à janvier 2023. Pour répondre à ta question, tu vas peut-être moins prendre de plaisir parce que c'est vraiment axé un peu, on va dire, robotisé les séances dans le sens où tu te prépares pour les éléments que tu veux faire dans la compétition, surtout que Burning Gate, c'est un règlement très précis. Par exemple, tu n'as pas le droit de faire 2 fois le même mouvement. Il faut être vraiment polyvalent et travailler sur des éléments, style par exemple le SAT en front lever, c'est ce qui va valoir le plus de points. Donc il va falloir vraiment se focaliser sur ce genre d'éléments-là qui demandent beaucoup d'efforts. Travailler beaucoup sur l'endurance, parce que moi je vise le podium et arriver en finale, c'est un run qui dure 2 minutes. Ouais, pour vous donner un ordre d'idée, ça va être des séances de 3 heures avec, à base de combos non-stop, avec du renfort, comme je vous ai parlé précédemment en 7 rep. Voilà, pour vous donner une petite anecdote, l'année dernière, quand j'ai fait ma prépa SWAB, m'entraîner dans ma chambre à 30 degrés pendant 3 heures, à la fin, c'était limite, je tremblais, j'avais envie de vomir et ça, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et ça, tu peux pas le faire malheureusement sur toute une année complète parce qu'à un moment donné, je pense que tu clames. Elle est trop élevée, tu es obligé de réguler. Ok. Avoir ton avis sur de façon plus globale sur tout ce qui est barème, système de notation. Bah, selon le barème, tu vas pas du tout proposer la même prestation. Et j'allais dire, du coup, est-ce qu'il n'y a pas des compétitions où tu trouves les barèmes plus juste ou moins juste par rapport à ce que, selon toi, devrait être un bon barème de compétition? Ce que j'allais dire, c'est compliqué parce que d'un athlète à l'autre, certains pourraient se dire « Ouais, moi je trouve que c'est plus correct de dire pour valider une figure, il faut qu'elle soit tenue 2 secondes. » D'autres, ils vont dire « Je trouve que c'est plus correct que ce soit validé 3 secondes. » Comme tu l'as dit tout à l'heure, à la Burning Gate, faire plus de 2 fois la même figure, ça n'apporte pas de points. Et donc, il y en a, ils vont dire « Bah ouais, mais moi je trouve ça plus impressionnant de faire 10 planches push-up suivies de 10 presses. » Et il y en a d'autres, ils vont dire « Oui, mais vaut mieux avoir une variété de mouvements. » Comment toi, tu le sens à ce niveau-là, sachant qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais qu'est-ce qui te paraîtrait être le plus intéressant finalement comme type de barème pour avoir les meilleures prestations possibles en compétition finalement? Comme tu dis, c'est un sujet très délicat. Tu vois, j'ai pas trouvé de choses spécialement à redire qui vont vraiment pertir. Il n'y a rien de vraiment choquant. Ouais, voilà, c'est toujours des ajustements, mais rien de fondamentalement dérangeant. C'est vraiment à toi de trouver ta compétition avec le barème que tu
trouves meilleur pour toi. Avec l'équipe Neostrength, on aimerait bien à l'avenir proposer notre propre compétition only statique. Donc forcément qu'on va travailler sur un barème adapté à ce qui vous paraît bien. Exactement. Est-ce que selon toi, il faudrait mettre une norme, un cadre vraiment extrêmement rigide à toutes les compètes qui se revendiqueraient typiquement plutôt statiques, de dire bah ça c'est le barème des compètes de statique. Ce que j'allais dire, ça permettrait d'y gagner en termes de préparation pour tous les athlètes. Parce que c'est vrai que tu te dis, bah, ok, quand je participe à une compète de statique, peu importe le niveau de la compète, je connais la grille de notation et après, selon mes perfs, bah, j'ai juste plus ou moins de points. Mais en même temps, ça veut dire que ça ne laisse plus place au fait de se dire, bah, nous, on est certes une compète de statique, mais on trouve ça plus intéressant de privilégier le volume. D'autres vont trouver ça plus intéressant de privilégier la diversité de mouvements. Moi, je ne suis pas non plus dans la solution de regrouper un barème complet parce que chaque compétition a sa propre hype, son propre barème, qui fait que certains athlètes se retrouvent plus dans cette compétition que d'autres. Et je trouve que justement, ça apporte de la diversité. Et vu qu'on est dans un sport qui est en pleine expansion et que limite chaque mois, tu as des nouvelles figures qui pop, à justement être créatif et du coup travailler sur des nouvelles figures ou des nouveaux moves, parce que si du coup on serait dans un barème strict, cadré avec les propres figures qui valent tant de points pareil en freestyle, bah, ça encouragerait peut-être plus les athlètes à vraiment se diversifier et ça rentrait un peu dans une phase robotique. Bah, j'allais dire, je me dis que ce serait peut-être plus profitable dans un but de développement du sport au sens en faire la promotion, mais à contrario, j'allais dire oui, pour les athlètes et la créativité dans le sport, ça devient un frein. Parce que je sais qu'il y en a qui ont cette volonté d'essayer de structurer un peu le street, mais en même temps je me dis que cette volonté de structure elle n'est pas forcément compatible avec ce qui fait que les gens aiment le street. C'est ça. Qui est le côté liberté, il n'y a pas de réglementation et demain tu as envie de lâcher un nouveau move sur 2 doigts parce que toi tu trouves ça stylé de le faire sur 2 doigts et personne ne savait que ça existait, et bah, tu le fais et puis c'est tout en fait. Exactement, ouais, pour moi c'est ce qui fait la beauté de ce sport, c'est vraiment que tu n'as pas de limite et cette liberté comme tu dis qui fait que tu testes ce que tu veux quand tu veux et il n'y a pas de... Ouais, t'es pas dans une case en fait, tu es ouvert, libre. Parce que c'est vrai qu'on nous compare souvent à la gym, mais c'est vrai que la gym, c'est cadré. Exactement. Demain, un athlète, il a envie de sortir un move bizarre aux anneaux. Si c'est pas dans ce qui est prévu, c'est juste pas dans ce qui est prévu. Donc tu peux pas te permettre d'explorer. Ouais, pour conclure, il faudrait essayer de trouver un juste milieu entre ce système de notation en compétition avec un barème qui essaye de se rapprocher du mieux possible d'un barème strict pour tout le monde, et à la fois cette sensation de liberté, de créativité qu'on retrouve dans notre sport. Ouais, j'allais dire, est-ce que ça, c'est pas actuellement un peu un problème dans le street? C'est qu'il n'y a pas une sorte de consensus sur ce que devrait être une figure bien exécutée. Au final, qu'est-ce qu'une bonne forme? C'est propre à chacun. Enfin, tout le monde a sa façon de voir la chose et on n'est pas encore arrivé à un stade de l'évolution de ce sport qui fait qu'il y a une case en mode bah voilà, cette forme-là, c'est la forme parfaite. Où il y a des gens qui vont être pénalisés dans le sens où si par exemple quelqu'un fait une bonne forme mais que le juge estime que pour lui c'est pas une bonne forme et qui préfère un tel ou un tel en termes de forme, bah, l'autre va être plus valorisé. Donc ouais, c'est sur cet aspect, ouais, sur cet aspect compétition, c'est pour ça qu'il y a souvent des retours de flamme sur les juges. Hein. Ouais, parce que j'allais dire, des fois, c'est ce qu'on voit. Il y a des critiques que je comprends, mais en même temps, c'est parce que en amont, les barèmes sont peut-être aussi pas assez clairs. Parce que tu dirais, bah, le barème en termes de points, c'est ça, et l'exécution qu'on attend, c'est ça. Quand tu vas à la compète, t'as pas de mauvaise surprise à te dire, mais pourquoi j'ai pas eu tous les points alors que l'autre oui, alors que moi j'ai mis le holo, tout ce que tu veux, et lui il était neutre. Mais si tu le sais à l'avance, au moins tu peux te dire, bon bah, le barème me plaît pas, j'y vais pas. Mais si j'y vais en connaissance de cause. Bah, ce qui se rapproche le plus de ce genre de choses, c'est la Burning Gate, justement. À ce niveau-là, ils sont très pointilleux sur les formes, mais après, ils ont leur vision de la bonne forme, entre guillemets. Au vu de ton expérience en compète, si quelqu'un souhaitait se lancer là-dedans, qu'est-ce que tu lui conseillerais si tu avais une chose à retenir pour qu'il soit bien armé pour se préparer correctement? Moi, je dirais, bah, la première compétition, ça fait toujours un peu peur, entre guillemets. Les gens, ils ont de l'appréhension, tout ça et tout. Mais si vraiment vous êtes en mode, vous hésitez à participer à votre première compétition, allez-y.
n'hésitez pas parce que la première compétition, ça va être un peu la phase test pour savoir du coup déjà comment ça se passe, comment tu gères ton stress face à une compétition parce que mine de rien, ça pèse beaucoup dans une compète. L'aspect, le fait que tout le monde te regarde, tout ça et tout, ça apporte de la pression, du stress, ça peut se transformer en bon stress ou en mauvais et du coup c'est vraiment, une compétition pour moi c'est très enrichissant pour savoir un peu tes défauts et rebondir là-dessus pour savoir ouais, où est-ce que tu flanches et du coup travailler plus sur ces éléments-là pour arriver sur ta prochaine compète en étant mieux armé. En fait, la première compète pour moi c'est un peu en une phase. Un crash test quoi. On peut dire ça comme ça parce que c'est tout nouveau, tu sais pas comment ça va se passer. Et au fur et à mesure que tu effectues des compètes, tu commences à connaître ton corps, tes ressentis. Tu sais qu'une compète lors d'un combo, c'est très énergivore, très différent d'un entraînement classique. Donc n'aie pas peur justement de te lancer dans la première compète, ça pourra que t'enrichir pour la suite. Comme tu l'as dit, tu fais partie d'une team, Neo Strange. Neo Strange. Neo Strange. Non, Comment? c'est Neo Strength. Neo Strength. Neo String. Moi je suis éclaté en anglais, c'est le problème. Je sais pas. T'inquiète, moi aussi. Je sais même pas comment s'appelle ma team, mais on est Bon, les NS quoi. Ouais, les NS. Que votre équipe, elle a été créée en 2020, fin 2022, quelque chose comme ça. Septembre 2022. On travaille du coup sur le projet principal, entre guillemets, c'est la création de e-books et de formations en ligne justement pour comprendre et assimiler des figures quelconques. Ça fait maintenant 9 mois qu'on travaille dessus. C'est un sacré boulot, on a mis beaucoup de temps et d'énergie dans cette création-là. 4 e-books, création de front lever next, donc pour apprendre les variantes du front lever. Pull-up, touch, voilà. Exactement. Pareil en planche pour apprendre la planche classique et ensuite pour tout ce qui est variante en planche. Et une formation intégrale de toutes nos connaissances sur les 7 ans de pratique qu'on a à notre actif. Donc ça va être les 5 contenus différents qui vont sortir dans un premier temps. On l'espère. Ouais, les 5 contenus en même temps. Il y en aura d'autres après sur diverses figures. Normalement, si tout se passe bien, fin d'été, grand maximum. On a pris des petits retards par rapport à nos traducteurs. Ah oui, parce que vous ne les faites pas qu'en français en plus. Non, du coup, ça sera disponible en anglais et en espagnol également. Ok. Pourquoi en espagnol, juste par curiosité? Parce qu'on a une communauté Amérique du Sud qui est très très développée. C'est pour ça que on a décidé également de le traduire en espagnol. Okay. Ouais. Toi, tu as quoi comme activité professionnelle? Parce que tu passes donc beaucoup de temps à t'entraîner en tant qu'athlète, etc. Sauf que, bon, on le sait tous, actuellement, tu ne peux pas vivre juste d'un cash prize remporté en compétition. Donc forcément, il faut que tu aies d'autres sources de revenus. Et donc, actuellement, est-ce que tu as une activité pro Actuellement, je travaille à la Poste de Genève en tant que trieur de lettres dans un dépôt, donc manutention à la cool. Ça me prend 24 heures par semaine, donc je travaille de 15h45 à 21h, donc ça me prend toutes mes après-midi dans la semaine. Okay, pas le week-end. Non, le week-end, non, c'est off. Okay. Et là, le but, à partir de début août, du coup, j'arrête totalement mon métier pour me consacrer à 100% dans le côté développement de business, ce que j'aime, de ma passion. Voilà, okay. C'est ça. Et du coup, alors je sais que tu en faisais déjà, mais j'imagine que du coup, tu vas pouvoir en faire beaucoup plus. Tu fais des coachings aussi en ligne. C'est ça. Alors, j'ai proposé, ça fait 2 ans que je propose du coaching en ligne. Il y a eu une période du coup de septembre 2022 à là actuellement, j'ai arrêté, j'ai laissé de côté du moins le côté coaching en ligne parce que j'ai eu une blessure et que j'ai eu des périodes de ma vie qui faisaient que j'étais pas non plus apte à proposer du coaching. Il faut que ça aille dans les deux sens parce que j'aurais pu très bien accepter les demandes, m'en foutre plein les poches et accepter le fait de faire du coaching, mais quand tu n'es pas d'accord avec toi-même et que tu ne te sens pas bien sur le plan mental parce que tu es blessé, il me fallait que d'abord que je me reconcentre sur moi pour ensuite proposer du service de qualité. Donc c'est pour ça que j'ai mis en stand-by le coaching. Et depuis quelques mois que je vais mieux dans ma vie, que je suis plus blessé, je suis en accord avec moi-même et du coup apte à reproposer du coaching. Parce qu'il faut que ça aille dans les deux sens, mine de rien. Je prenais en moyenne entre 3 et 5 élèves parce que j'avais quand même un travail à côté, mes entraînements, ma vie à côté à gérer.
3-5 coachings en plus. Donc pour vraiment faire les choses bien, il me focalisait sur, certes sur 3 à 5 élèves, mais faire les choses bien. Parce que j'aurais pu très bien en prendre 10, 15, 20. Mais vu que j'avais déjà un travail à côté, plus les entraînements et tout, c'est compliqué de gérer. Tu peux pas tout faire. Exactement. Et maintenant que là, du coup, je vais être 100% libre de mon temps. Tu vas Parce pouvoir en que prendre beaucoup plus. Ouais, en moyenne, c'est une dizaine. Ça sert à rien d'en prendre 30 ou 40 parce que faut quand même faire les choses bien. Mais une dizaine, si tu n'as pas de travail à côté, ça me paraît ce qui est peux faire les choses du... bien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Actuellement, l'Ivan propose également du coaching. Et en moyenne, il prend à peu près une dizaine d'élèves Ok. par mois. Mais je propose également du service, des services en one-to-one facecam à l'heure. Ouais. Ah ou oui, sur pour quelqu'un 2 qui heures. veut pas forcément un suivi, mais juste un coaching sur un entraînement pour avoir Voilà, des c'est conseils, ça. etc. Exactement. Et tu as aussi comme ça. Exactement, j'ai aussi des tarifs à l'heure. Et également, après, ça part sur le mois. Il y a juste des gens qui se demandaient, pour clôturer, pourquoi tu touches les tétons des gens. Ah putain, ouais. Ça, c'est quand je suis en confiance avec quelqu'un. Tu touches les tétons. Ouais, c'est ça, c'est ma petite Marque touche de personnelle. confiance. Donc toi, je te l'ai déjà fait ou pas? Ouais. Bon, bah, c'est que c'est bon. Trop stylé, en tout cas vraiment trop content d'avoir pu un peu creuser tous ces sujets parce qu'il y avait plein de choses que j'avais trop envie de connaître. Bon, bah, Donc parfait, trop cool. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on soutient le travail, like, abonnement si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo. J'espère à l'occasion pouvoir le faire avec d'autres membres de l'équipe. Ce serait très stylé parce que vous avez tous des parcours individuels différents. Et pourquoi pas même un jour faire une vidéo vraiment dédiée plus sur l'aspect équipe en tant que telle et creuser certains points. Non, merci les gars d'avoir regardé ce petit podcast. C'était super cool pour ma part et j'espère te revoir le plus vite possible. On se revoit dans 3 heures après manger. Bah bien sûr, c'est ça. C'est ça, parce qu'on va tourner la vidéo entraînement. Voilà, comme ça vous savez tout en termes d'organisation. Portez-vous bien, à la prochaine et surtout, Davai!